Alors, qu'est-ce qu'on entend par transition? Est-ce que parmi vous, tout le monde a une idée assez claire de ce que c'est, ou ça vaut le coup que je refasse un... Voilà, si on pose la question. Qui voudrait refaire? Qui voudrait un petit rappel? Non, ça va? Je suis certain que tout le monde ne sait pas ce que c'est. D'accord. Bon, bah, je reprends alors. Ok. Donc, la transition... C'est intéressant d'avoir Un autre... Ah ouais, votre d'accord. regard à vous, enfin, vos mots à vous. Alors, la transition, c'est une notion qui est née dans un certain contexte, celui de la prise de conscience, enfin, du réchauffement climatique, du pic pétrolier, de la nécessaire remise en cause du paradigme d'une croissance infinie. Mais dans ce contexte-là, le mot est vraiment arrivé au devant de la scène à la faveur d'un mouvement bien identifié, qui s'appelle le mouvement des villes en transition, qui a été maintenant rebaptisé mouvement des initiatives de transition. Alors c'est un mouvement qui est né officiellement en 2006. Donc la première initiative a été vraiment répertoriée en 2006 dans une petite ville du sud de l'Angleterre, Totnes, et qui a été créée sous l'instigation d'un professeur de permaculture qui s'appelle Rob Hopkins. Donc concrètement, c'est un groupe d'habitants de la société civile qui s'est mobilisé pour entreprendre à leur échelle et sans attendre les politiques des actions concrètes de réinvention de leur mode de vie, et où il s'agissait en fait de s'attaquer au problème du réchauffement climatique et du pic pétrolier pour anticiper des chocs économiques ou écologiques graves ou assez violents, et donc de s'orienter vers une société post-pétrole et post-carbone. Et alors, ce qui mobilisait pour faire ça, c'est la débrouillardise, les capacités de chacun, la redécouverte de savoirs anciens, avec dans la perspective non seulement d'aller vers un avenir qui permette la survie, mais aussi qui permette un mode de vie plus attrayant et plus convivial que le mode de vie actuel. Et alors, c'est un mouvement qui a eu un grand succès, qui s'est répandu à travers un livre, le manuel de la transition, quelque part par là, des vidéos, tout un réseau très bien rodé, et un discours très clair et très didactique. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 800 initiatives de transition de par le monde. Alors on voit que ce mouvement, donc, il est bien identifié, mais il est né dans un certain contexte, et il s'insère dans toute une histoire d'initiatives de la société civile, donc dans un mouvement qui préexistait déjà en pointillé, animé par un état d'esprit de transition. Et on peut faire quelques distinctions pour essayer de mieux définir ce mouvement. Par rapport aux pensées de la décroissance de l'écologie politique, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un mouvement hors sol, il y a un ancrage territorial très important. Ce n'est pas un mouvement hors temps non plus, puisqu'il suppose le sentiment d'une urgence et la visualisation d'un avenir commun. Ensuite, par rapport aux expériences communautaires des années 60, ce n'est pas un mouvement qu'on pourrait dire hors système. Il ne s'agit pas d'aller ailleurs, de faire bande à part, mais de remettre à plat l'existant en étant radicalement inclusif, selon une formule de Pablo. Et ensuite, par rapport aux nombreuses formes d'alternatives qu'on peut voir émerger un peu de toutes parts, ce qu'on appelle des fois les utopies concrètes, c'est pas un mouvement qu'on pourrait dire spécialisé ou sectorisé. Ça ne correspond pas à une approche par besoin. Par exemple, il y a les AMAP, groupements d'achat, là c'est le besoin de l'alimentation. C'est un mouvement qui les aborde un peu tous en même temps, à travers le prisme de l'énergie. On se dit, on fait un plan de descente énergétique, mais en fait, ce plan de descente, il ruisselle, il se décline à tous les niveaux, et il débouche sur une transformation assez exhaustive de nos modes de vie. Donc on voit qu'en fait, c'est une véritable stratégie d'organisation collective, assez transversale et ancrée. Et c'est assez intéressant de repenser à ce moment-là à la définition que donne le philosophe Michel Serres de ce que c'est que d'habiter, l'acte d'habiter. Il nous dit, l'acte d'habiter, ça a deux composantes essentielles, la délimitation d'une aire et l'approvisionnement en énergie. Or, on voit que dans la transition, il y a deux éléments clés aussi. La délimitation d'un territoire, c'est un groupe de personnes qui se définissent, qui se déclarent une échelle commune d'action, et la focalisation sur le sujet énergétique, que ce soit d'un point de vue matériel, comment on va faire pour s'approvisionner en énergie, ou d'un point de vue humain, c'est-à-dire que créer une dynamique et une énergie humaine est plus important, passe avant
l'élaboration d'un programme, d'un plan d'action concrète. Voilà. Et alors c'est intéressant parce que du coup, si on confronte un peu ce mouvement de la transition avec la définition de Michel Serres de ce que c'est que d'habiter, on voit que sans en avoir l'air, le mouvement de la transition redéroule un peu les principaux actes de la fondation d'un habitat. Et alors c'est là que le lien avec l'écologie prend son sens, ou apparaît. L'écologie est radicalement, c'est-à-dire au niveau des racines, c'est quoi? Oikos, logos, c'est logos, la pensée, le discours, oikos de l'habitat, la maison, le foyer. Donc en fait, la transition, ça apparaît comme une sorte d'écologie mise en mouvement, ancrée dans un lieu, incarnée par une communauté, donc un peu une sorte d'écologie appliquée. Alors j'ai tenu à montrer cette convergence entre transition et écologie autour de la notion d'habitat, parce que cette notion d'habitat ou d'habiter, pour moi, est assez pivot et ouvre sur tout un champ de valeurs. Quand on a un rapport au monde organisé autour de la notion de posséder, il me semble qu'on est dans un univers où on annexe, on absorbe. Quand on est dans un rapport au monde organisé autour de cette idée d'habiter, les deux pôles restent intègres, et il y a tout un champ qui s'ouvre entre les deux, un espace qui est un espace de jeu, d'influence mutuelle, de rétroaction, d'interaction, où ceux qu'on habite rentrent en boucle avec ceux qui nous habitent, intérieur et extérieur. Alors c'est le poète Hölderlin, qui a été beaucoup abordé et étudié par Heidegger, qui disait « C'est d'abord poétiquement que l'homme habite le monde ». Poétiquement, ça pourrait être justement peut-être cet espace de jeu qui s'ouvre, où tout est un peu mélangé, physique, intellectuel, intérieur, extérieur, et où tout est finalement en création, en mutation. Là, on retrouve le sens de poiesis, création, dynamique transformatrice. Et poétiquement, cet espace aussi, ça peut être un espace de vision, d'image, de mots, qui est l'espace où justement les mots ou les idées sont quand elles sont en train de s'acheminer vers le réel, quand elles sont en passe de prendre corps, pour rentrer en résonance un petit peu avec le poème d'André Chédid qu'on a lu tout à l'heure. D'où l'importance des visions qui sont dans cet espace justement intermédiaire. Les visions sont assez importantes dans la transition. Il y a déjà beaucoup de place qui leur est faite à travers des exercices, des parties du livre et de la méthodologie. Alors la transition, c'est peut-être un peu ça. L'histoire du passage entre un mot, une image, une vision et sa venue dans le réel. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. Alors malgré tout, la transition, ça peut aussi ressembler au départ à une sorte de voyage au bout de la nuit, à une fuite bloquée sur nulle part, comme dans un poème, dans une Pontiac sur la route.